Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1051e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil au programme de la journée avec les deux derniers huitièmes de finale à 18h. Cet alléchant duel entre l'Angleterre et l'Allemagne, ce match se jouera du côté de Wembley. Et puis on termine à 21h avec ce duel entre la Suède et l'Ukraine. Ce match se jouera du côté de Glasgow en Écosse. On enchaîne les amis avec les deux résultats de la veille, des matchs complètement fous avec des scénarios incroyable, une pluie de buts. On a vécu une journée de lundi complètement folle. Malheureusement, voilà, ça se termine avec l'élimination de l'équipe de France. Mais en termes d'émotion sur les deux matchs, on a vu des choses complètement folles avec la victoire de l'Espagne 5-3 après prolongation face à la Croatie. Et puis donc la victoire de la Suisse après la séance des tirs au but. La Nati élimine l'équipe de France. Score final au bout des 90 minutes, 3 partout, et c'était d'ailleurs le même score à la fin de la prolongation. On jette un coup d'œil au buteur de cette rencontre entre l'équipe de France et la Suisse. Une première mi-temps, on peut le dire, catastrophique de la part de l'équipe de France qui a été menée 1-0 par le biais du but de Haris Seferovic. De meilleures intentions en seconde mi-temps, un changement de système, puisque le système à 5 défenseurs n'a pas bien fonctionné en première période. C'était mieux en seconde mi-temps pendant une bonne grosse vingtaine de minutes, voire un petit peu plus. Les Bleus ont très rapidement égalisé, repris, ont même pris les devants dans cette rencontre grâce à un doublé de Karim Benzema. Et puis après, on a eu le bijou de Paul Pogba. Et puis c'est certainement là que les Bleus ont commencé à se relâcher. Et malheureusement, cette sélection suisse y a cru jusqu'au bout. Et elle a bien fait d'y croire parce qu'elle va égaliser en marquant 2 fois dans les dernières minutes de cette rencontre avec notamment Seferovic. Et puis aussi un but pour Gavranovic. On enchaîne les amis avec une déclaration d'Hugo Lloris qui nous dit: c'est le football, c'est comme ça qu'on l'aime. On a beaucoup de déceptions, on est triste, peiné. Il est vrai que évidemment pour tous les supporters de l'équipe de France, on est tous tristes d'être éliminés aussi prématurément dans la compétition, mais voilà, c'est aussi ça, hein, le sport de haut niveau, des scénarios complètement fous, des émotions qui font tout simplement les extrêmes à la première mi-temps catastrophique, et puis le début de seconde mi-temps où on a vu des Bleus qui étaient vraiment revenus avec de meilleures intentions, le penalty sauvé par Hugo Lloris, donc des émotions très très fortes sur ce genre de rencontre. Malheureusement, ça se termine mal pour l'équipe de France. On regarde les statistiques de cette rencontre, une rencontre assez ouverte entre ces deux sélections. Alors sur la première période, il est vrai que les Bleus n'ont quasiment aucune occasion franche. La seconde mi-temps évidemment a été beaucoup plus intéressante de la part de l'équipe de France, mais il faut bien avouer aussi que les Suisses nous ont vraiment fait mal sur les ballons aériens, sur les ballons en profondeur. Sincèrement, la défense des Bleus hier, je pense que si j'avais noté la défense des Bleus hier, je ne suis pas sûr qu'un défenseur hier aurait eu la moyenne, tant on a été en difficulté face à cette sélection suisse. La petite statistique qui prouve la première mi-temps catastrophique de l'équipe de France. Les Bleus n'ont pas cadré la moindre frappe en première mi-temps dans un match à élimination directe de l'Euro pour la seconde fois seulement dans l'histoire de l'équipe de France. La première fois, c'est en 1980. Beaucoup de problèmes sur la première mi-temps pour l'équipe de France. Ensuite, on enchaîne avec d'autres statistiques qui concernent les Bleus. La France ne disputera pas les quarts de finale d'une compétition majeure pour la première fois depuis 11 ans. C'était au Mondial 2010 avec le fiasco de Naïsna. Autre statistique, les Bleus sont éliminés se sont fait éliminer au terme de leurs 3 dernières prolongations en tournoi majeur, Euro plus Coupe du Monde, autant que lors des 11 premières prolongations. Voilà, c'est comme ça pour l'équipe de France. Malheureusement, le scénario est cruel avec cette séance des tirs au but. Le moment du match que l'on pensait peut-être être un moment charnière, l'arrêt d'Hugo Lloris sur le penalty hier. On rappelle quand même qu'il restait sur 16 penalties encaissés avec les Bleus dernièrement, Hugo Lloris, et là il nous sort un arrêt monstrueux sur ce penalty qu'il va chercher au ras du poteau. Alors évidemment ça a été un moment charnière puisque à 2-0 certainement que le match n'aurait pas été le même. Les Bleus ont par la suite
rentrer pleinement dans leur seconde mi-temps en faisant mal aux Suisses, et on connaît tous l'issue malheureusement de ce match. Ensuite, la jolie image arrêtée de cette frappe magistrale de Paul Pogba, un but incroyable pour la pioche hier, cet enroulé pleine lucarne. Vous voyez le plongeon de Sommer, Yann Sommer, qui ne peut absolument rien faire sur cette frappe de Pogba. Elle est tout simplement monstrueuse, la frappe de Paul Pogba. D'ailleurs, on peut le dire, Paul a été plus qu'à la hauteur durant cet Euro. On a vu des joueurs de l'équipe de France en dents de scie sur certaines rencontres. Pogba a été l'un des seuls plutôt réguliers sur ces 4 matchs de l'Euro, même s'il est vrai que pas face à la Hongrie par exemple, toute l'équipe a été un peu plus en difficulté, mais voilà, sur l'ensemble de l'Euro, c'est quand même de belles prestations que nous a sorti Paul Pogba, qui perd le ballon hier sur le 3e but suisse, mais il y a un énorme pressing. Je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Ensuite, on a les statistiques de Karim Benzema, double buteur hier, avec notamment un but magnifique, ce contrôle qu'il va chercher en arrière, qu'il va réussir à s'emmener. Il est complètement hallucinant aussi, ce but de Karim Benzema, qui est donc le 2e meilleur buteur de cet Euro avec 4 réalisations. Malheureusement, voilà, le compteur n'augmentera pas pour Karim Benzema, qui était bien lancé malheureusement sur ces 2 dernières rencontres. Petite stat sur Karim Benzema, qui est devenu le premier joueur à marquer au moins 2 buts lors de 2 matchs consécutifs avec la France en tournoi majeur, Euro plus Coupe du Monde, depuis Michel Platini en 1984. C'est ça aussi la prestation de Karim Benzema, qui a évidemment eu un petit peu de mal sur ses débuts. C'est bien logique, après tant d'années d'absence avec l'équipe de France, trouver ses repères, trouver ses marques. Il les a trouvés face au Portugal, et hier on a vu un Karim Benzema assez intéressant dans le jeu. Ensuite, on enchaîne avec un proche de Marcus Thuram qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit qu'il est très disponible avec les jeunes. Les gars sont impressionnés par son sérieux, mais aussi par sa technique à l'entraînement et en match. Il fait l'admiration de tous. J'espère et je souhaite qu'on retrouvera Karim Benzema dans un petit peu plus d'1 an maintenant pour le Mondial 2022. On enchaîne avec une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous dit: c'est difficile à expliquer, il y a eu un scénario complètement fou, il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant, il faut l'accepter, c'est dur, ça fait mal parce qu'on a tout fait pour que ça se passe différemment jusqu'à la 80e. C'est le football, malheureusement ça s'arrête là pour nous ce soir. Ensuite, on a une déclaration de Raphaël Varane qui nous dit: il nous a manqué de tout, on a bien réagi en seconde mi-temps, mais on laisse tout de même beaucoup trop d'espace alors qu'on avait 2 buts d'avance. On a mal géré les temps forts et les temps faibles de cette rencontre. Il est vrai que voilà, il y a eu des hauts, des bas sur cette rencontre, et malheureusement le 3e but de l'équipe de France a été synonyme d'un relâchement complet dans les têtes, où les Bleus qui sont normalement capables vraiment de fermer, de bétonner une rencontre, et bien hier, voilà, à partir de la 75e, 80e, il y a eu des alertes, il y avait déjà eu le but hors jeu, ça n'a pas servi de leçon. Ensuite, une déclaration de Patrick Vieira qui nous dit: il n'y avait pas de cohésion dans ce groupe, il n'y avait pas d'esprit collectif. Nous n'avons pas joué en équipe, nous ne méritons pas d'aller au prochain tour. Bravo aux Suisses qui ont fait preuve d'une telle force mentale. Ils sont restés fidèles à leur style. Ensuite, déclaration de Jérôme Roten qui nous dit: dans toute l'approche de la compétition, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est cassé avec les joueurs. J'ai le sentiment que Didier Deschamps n'est pas loin de lâcher aujourd'hui. Alors bon, on ne sait pas si Didier Deschamps lâchera l'équipe de France, mais normalement il est prévu qu'il continue jusqu'au Mondial 2022. Moi je ne suis pas dans le groupe. Après, hier on a vu des choses un petit peu spéciales, notamment avec Kingsley Coman qui n'a pas voulu sortir. Alors évidemment il venait d'entrer en jeu, mais il était blessé, c'est pour ça qu'il est sorti. On l'a vu être assez énervé avec le sélectionneur, donc il est vrai qu'il y a des choses que l'on a vues sur ce tournoi qu'on n'avait pas forcément vues sur le Mondial 2018. Ensuite, une déclaration de Daniel Riolo qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit: Kylian Mbappé est critiquable, certes, mais Griezmann sort de ce match. Les défenseurs n'ont pas été bons, Kanté n'a pas été à son niveau. Ne tomber que sur Kylian Mbappé, c'est sincèrement injuste. Je suis d'accord avec lui. Alors il est vrai que voilà, le match de Kylian Mbappé hier, je pense sincèrement que c'est l'un des pires matchs de sa carrière. Il a quasiment tout raté hier, Kylian, mais au-delà de ça, la prestation surtout défensive hier de l'équipe de France était quand même
hyper décevante. Les statistiques de Kylian Mbappé face à la sélection suisse hier, 6 tirs, aucun tir cadré, aucun joueur n'a plus souvent tiré sans cadrer dans un match de l'Euro 2020. 8 duels, seulement 2 remportés. Il est vrai qu'il n'a pas fait les différences qu'il a l'habitude de faire, Kylian, hier. 5 centres, aucun réussi pour Mbappé. Donc, et puis le penalty raté en toute fin de match, il prend ses responsabilités. Voilà, le penalty est raté. C'est un match qu'il faudra oublier, évidemment, pour Kylian Mbappé. On a une déclaration justement de Kylian Mbappé qui a laissé ce petit message sur ses réseaux sociaux hier. Il est très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination. Nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Je sais que vous, les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et pour avoir toujours cru en nous. Le plus important sera de se relever, de revenir encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la suite. C'est tout ce que l'on souhaite à Kylian Mbappé, de se relever de ce match où il est passé à côté, de revenir encore plus fort l'année prochaine. C'est désastreux ce que l'on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, cette vague d'insultes envers Kylian Mbappé notamment, c'est vraiment désastreux. Les gens ont vraiment la mémoire courte. Il faut se rappeler de ce qu'a fait Kylian depuis le début de sa carrière, de ce qu'il a fait aussi lors du mondial 2018. Ça arrive à tout le monde de passer à côté d'un match. Une déclaration du sélectionneur sur Mbappé. Il nous dit Kylian est profondément triste comme l'ensemble des joueurs, mais personne ne peut lui en vouloir à partir du moment où il prend la responsabilité de tirer en cinquième. C'est Mbappé qui a décidé de tirer ce cinquième penalty. Moi, c'est tout ce que je redoutais hier avant la séance des tirs au but, c'est que Mbappé tire le dernier penalty après le match qu'il a fait. Ça devait déjà gamberger dans sa tête, et c'est certainement l'une des explications qui m'ont fait que ce penalty a été raté par Kylian Mbappé. Ensuite, on poursuit quand même avec la sélection suisse. Bravo à la Nati, hier une grosse prestation de la sélection suisse avec ses armes. Cette sélection nous a fait vraiment mal hier, avec beaucoup de cohérence dans le jeu, un état d'esprit irréprochable, encore une fois. Ils ont été quand même assez intéressants dans le jeu. Ils sont allés jusqu'au bout pour aller arracher cette prolongation. Donc bravo à la Nati pour cette qualification historique. Une petite déclaration de l'homme du match, Granit Xhaka, qui nous dit: je me dis que peut-être à 3-1 la France pensait que c'était terminé. Je ne parle pas d'arrogance, mais je savais que si on marquait le 3-2, ce match allait changer. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Peut-être pas de l'arrogance du côté de l'équipe de France, mais on l'a dit, il y a eu évidemment une décompression du côté des Bleus lorsque le 3e but a été inscrit. On enchaîne, les amis, avec l'autre résultat de la veille. C'est la qualification de l'Espagne qui retrouvera donc la Suisse ce week-end, au terme d'un match là aussi complètement dingue entre l'Espagne et la Croatie. Les Espagnols s'imposent 5-3 après prolongation, avec des buts de Sarabia, Spilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata, Oyarzabal. Du côté de la Croatie, le fameux but contre son camp de Pedri, un but pour Orsic et un but pour Pasalic. La Croatie, qui était menée 3-1 à la 81e, elle a réussi à arracher les prolongations. Elle a eu une occasion énorme en tout début de prolongation de prendre l'avantage, et puis après il y a ce but espagnol d'Alvaro Morata, et puis quelques minutes plus tard c'est Oyarzabal qui vient crucifier la sélection croate au terme d'un match là aussi très rythmé. 35 tirs dans cette rencontre, et c'est intéressant parce que là on voit quand même une sélection espagnole beaucoup plus diversifiée dans son jeu. Je me suis souvent plaint, notamment lors des 2 premières journées de la phase de groupe, de la monotonie du jeu espagnol. Il est vrai que sur cette rencontre hier, on a vu des centres, on a vu des frappes de loin. Ça avait été déjà le cas un petit peu face à la Slovaquie, et c'est positif évidemment pour l'Espagne d'avoir cette faculté aussi à varier son jeu. Une petite stat aussi intéressante sur la sélection espagnole, qui vient de marquer 10 buts en l'espace de 2 rencontres. L'Espagne est la première équipe de l'histoire de l'Euro à marquer au moins 5 buts lors de 2 rencontres consécutives dans la compétition. C'est assez hallucinant quand on pense qu'ils ont eu toutes les peines du monde à marquer, notamment face à la Pologne et face à la Suède. Ensuite, statistique sur le Parisien Pablo Sarabia, décisif avec l'Espagne dans cet Euro, 2 titularisations, déjà 2 buts pour Pablo Sarabia. La belle image aussi après la bévue de Unai Simon, le CSC qui est accordé donc à Pedri, mais Unai Simon est quand même aussi fautif sur
cette action. On a vu les défenseurs espagnols tout de suite venir encourager leur gardien après cette boulette. Une petite information sur Pedri hier. À 18 ans et 215 jours, il est devenu le joueur le plus jeune à être titulaire dans un match à élimination directe du championnat d'Europe. On poursuit les amis du côté de la sélection belge avec une déclaration du sélectionneur Roberto Martinez sur les blessures d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Il nous dit qu'ils ne seront pas tout à fait prêts pour le match de vendredi face à l'Italie. Au prochain tour, ils seront prêts. Donc normalement, la Belgique devra faire sans Kevin De Bruyne et sans Eden Hazard pour affronter la Squadra Azzurra vendredi. Direction l'Amérique du Sud maintenant avec la fin de la phase de groupe. Cette nuit, l'Argentine s'est imposée tranquillement face à la Bolivie. 4-1 pour l'Albi Céleste, avec notamment un doublé pour Léo Messi, un but pour Lautaro Martinez, un but pour Gomez. L'Argentine est évidemment qualifiée. Léo Messi est entré dans l'histoire de son pays cette nuit en devenant le joueur le plus capé de l'Albi Céleste. 148 sélections pour Léo Messi qui a dépassé Javier Mascherano. Autre résultat, la victoire de l'Uruguay qui s'impose 1-0 face au Paraguay grâce à un but de l'ancien parisien Edinson Cavani. On jette un coup d'œil au tableau final de cette Copa América. Pour la Copa América, il n'y a pas de huitième de finale, c'est directement les quarts de finale. On retrouvera donc l'Argentine face à l'Équateur, l'Uruguay face à la Colombie, le Brésil face au Chili et le match entre le Pérou et le Paraguay. On enchaîne les amis avec quelques informations mercato. Premièrement, ça concerne deux joueurs de la sélection italienne. Leonardo Spinazzola qui est suivi notamment par le Paris Saint-Germain. Le Real et le Barça sont aussi sur le dossier. Des renseignements ont d'ores et déjà été pris. Ensuite, en ce qui concerne Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino, Arsenal est venu au renseignement. Le Torino demande 34 millions d'euros pour libérer Bellotti. Information du côté de la Juventus, Aaron Ramsey devrait continuer avec la Juve. Le Gallois avait envie de changer d'air depuis quelques semaines, mais il aurait pris la décision de continuer. L'arrivée de Max Allegri sur le banc de touche et les discussions qu'il a pu avoir avec Max Allegri l'auraient convaincu de continuer avec la Juve. Et ensuite, du côté de l'AS Roma, Rui Patricio, le portier de la sélection portugaise, a un accord contractuel avec la Roma. Mais cependant, pour le moment, la Roma n'a toujours pas entretenu de négociations concrètes avec Wolverhampton. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, le PSG est toujours en contact avec Sergio Ramos et son entourage. Le joueur a toujours pour le moment l'envie de rejoindre le Paris Saint-Germain qui reste l'option numéro 1 à l'heure actuelle pour Sergio Ramos. On a une déclaration de Daniel Riolo qui nous parle de l'arrivée d'Achraf Hakimi. Il nous dit le Paris Saint-Germain surpaye tout, en salaire, en transfert. Le fair play financier n'existe plus. C'est surpayé dans le contexte actuel. C'est aberrant. Maintenant, il n'y a plus de contrôle, donc ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il est vrai que l'absence de fair play financier, évidemment, ça fait les affaires des clubs qui sont très riches, notamment comme le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City. Ensuite, du côté du FC Barcelone, une petite information déjà qui concerne Ousmane Dembélé. Bon, ça concerne aussi l'équipe de France, mais Ousmane Dembélé a été opéré ce lundi avec succès. Il sera absent pendant au minimum 4 mois. Donc voilà, on n'aura pas d'Ousmane Dembélé pour le début de saison en Liga. Toujours du côté du Barça, et ça concerne aussi l'Olympique de Marseille. Selon le quotidien Mundo Deportivo, l'OM serait en négociation avec le Barça pour obtenir le prêt avec option d'achat de Samuel Umtiti. On en a parlé en début de semaine. Le Barça aimerait déjà réduire le salaire de Samuel Umtiti, et surtout le Barça, s'il y a une possibilité, aimerait que Samuel Umtiti fasse ses valises et quitte le club. Ensuite, direction l'OGC Nice, et cette fois-ci c'est officiel. Christophe Galtier est le nouvel entraîneur des Aiglons, annoncé hier par le biais d'un communiqué du groupe Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Vous avez cette image de Christophe Galtier avec le polo de l'OGC Nice. Là, le projet niçois, quand même, il semble plutôt intéressant avec l'arrivée d'un entraîneur qui connaît très très bien le championnat de France et d'un entraîneur qui a souvent bien réussi partout où il est passé. Ensuite, on a une petite information qui concerne le dossier Jadon Sancho. Manchester United et Dortmund travaillent toujours pour finaliser l'accord dans les prochains jours. Il y a quelques détails à régler, mais ça semble plutôt bien parti pour voir l'ailier anglais retourner du côté
de l'Angleterre. Ensuite, on termine cet épisode avec cette banderole qui a été laissée dans les rues de Liverpool par les supporters d'Everton, banderole adressée à Rafa Benitez, et voilà cette banderole: nous savons où TV ne signe pas avec Everton. Rappelle que Rafa Benitez est un ancien entraîneur notamment de Liverpool, et que pour le moment ça serait le choix numéro 1 pour devenir le nouvel entraîneur des Toffees d'Everton. Mais bon, voilà, dans une atmosphère et dans un climat comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées pour Rafa Benitez de rejoindre les Toffees d'Everton, hein, puisque énormément de supporters des Toffees ne souhaitent pas voir Rafa Benitez devenir l'entraîneur des Toffees. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, et je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.